Bonjour à tous. Donc on va commencer. Merci déjà d'être aussi nombreux pour cette présentation. Donc on va commencer par se présenter. Donc moi je suis Julien Jiménez, je travaille chez Worldline à Blois en tant qu'expert sécurité. Et puis mon collègue Kevin Hérault qui travaille également chez Worldline à Blois en tant qu'architecte logiciel. Donc aujourd'hui on va vous présenter comment rendre possible et sécuriser l'authentification sans mot de passe. Donc on va commencer par revenir aux bases et parler de qu'est-ce que l'authentification, qu'est-ce que l'identification. Donc on va vraiment repartir qu'est-ce que l'authentification. Et pour ça, donc Kevin va mettre un petit peu de contexte dans tout ça. Je te laisse. Ouais, Par contre, comme j'ai étendu, tu veux peut-être dupliquer, non? Je sais pas. Comme ça, tu vois la même chose. Ah oui. Vas-y. Je vais m'asseoir. Ok. Du coup, donc là, on a. Ah, bah non, c'est pas dupliqué. Là. Oh, putain. Ah oui, non, pas du tout. J'ai pas fait conserver. Pourtant. C'est ça de changer au dernier moment. Donc là, c'est bon. Ok, donc on va avoir notre page de login classique, l'identification, l'authentification, voilà, mot de passe. On commence par donc là, tu vas pouvoir te connecter. Je l'ai noté, je l'ai changé il n'y a pas Ouais, bon. il y a pas longtemps, donc ça devrait bien se passer. Alors, voilà, c'est toujours un peu. Ça, ok, on y va. Donc là, on se code. Ah non, désolé. Le stress. Donc, un peu le stress. En fait, déjà, pour voir un peu, qui peut me dire la différence authentification, identification? Qui peut me dire c'est quoi la différence? Tu y arrives? Non, je pense que là, j'ai mal noté. Personne ne veut se lancer? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, l'identification, ça va être... Tu y arrives? Non, je pense qu'on va procéder à un mot de passe oublié. Ok. Bon bah voilà, comme ça on voit déjà les problèmes de certains facteurs d'authentification. Donc l'authentification, ça va être prouver qui je suis en effet, et l'identification, ça va juste, par exemple, de dire voilà, je suis Julien Jiménez, je me suis identifié. Par contre, j'ai pas prouvé qui j'étais. Ouais, plusieurs méthodes. Je pense qu'on est un peu, ouais, je sais pas. Bon bah là voilà. Je pense qu'il faudra qu'on mette un peu à jour cette page. Hein. C'est un peu désuet, je pense. GSM, tout ça, courriel. Donc là, tu as reçu ton OTP. Attends, j'y vais, j'utilise le courriel. Ok, bon, petit envoi de mail. Encore un mot de passe à se rappeler. Ok, j'y suis. Donc là, ça c'est un peu comme quand vous vous authentifiez sur votre banque, vous recevez votre OTP. Bon, ça vous connaissez un peu. On reçoit l'OTP, on pourra initialiser. Ouais, super. Bon, ça, c'est le premier facteur d'authentification, le mot de passe. C'est bien, ça illustre. Donc là, nouveau mot de passe. J'y vais, je mets un truc un peu sympa. Donc là, il te faut 12. Ah, 12. Ouais. Voilà. Et mets des lettres, mais pas que des lettres, il faut des majuscules, minuscules, des nombres aussi. Des nombres. Ok. Non, pas de date de naissance. Ok, bon. C'est un peu la galère quand même. Et pas 3 chiffres. Ah, tu mets ce que tu veux, mais pas 3 chiffres qui suivent non plus. Pas 3 chiffres pareils. Et après, c'est bon, non? Ah, c'est bon après. Non, pas des majuscules. Un caractère spécial aussi. Ah ouais. $. Et pas un mot de passe que tu as utilisé déjà. Ah donc non, mais, oui, ok. Bon, non. Bon, bref, on va laisser tomber. Ouais, on va laisser tomber. On va repasser sur la présentation, peut-être. Oui. Du coup, on fera ça
Ça. Bon, du coup, vous avez compris un petit peu le mot de passe, c'est pas très pratique, quoi. Donc voilà, bon, après, là, on se moque un peu du mot de passe, mais bon, je pense qu'on a tous vécu ça, d'essayer de se connecter, et puis c'est vraiment la galère. On se rappelle pas, il faut recevoir un code, machin. Enfin. Donc ça, c'est les facteurs d'authentification, en fait, on va les classer en 3 catégories. Donc on va avoir les facteurs connaissance, donc qui représentent les mots de passe typiquement, mais pas que. Ensuite, on va avoir tout ce qui est biométrie, c'est ce que l'on est. Ensuite, le 3e facteur d'authentification, ce que l'on possède. Donc je possède quelque chose que je vais prouver qui m'appartient et que c'est bien moi du coup. Alors, est-ce que ça, voilà. Donc les mots de passe, ok. Ah non, je reviens en arrière, pardon. Hop. Donc ce que je connais, on va avoir les mots de passe, mais ça peut être aussi un PIN, une question secrète, les schémas pour débloquer son téléphone. Ça, c'est quelque chose que je connais. Donc on voit, pour avoir une sécurité correcte, on va devoir avoir un format complexe, que le mot de passe soit unique pour chaque application, qu'on puisse sécuriser le stockage côté serveur, limiter le nombre d'essais, le changer régulièrement, etc. Donc l'expérience utilisateur de ce facteur-là, il n'est pas excellent pour pour avoir une bonne sécurité, quoi. Et au niveau sécurité, on a aussi d'autres soucis sur le mot de passe. Donc c'est une authentification qu'on appelle statique, c'est-à-dire qu'on hash notre mot de passe, on l'envoie au serveur pour vérifier. Mais ce hash, c'est toujours le même. Quelqu'un qui fait une attaque man in the middle, il va récupérer ce qui passe sur le réseau et il peut le rejouer. Ça fonctionnera. On a aussi des problèmes de phishing, des attaquants qui vont nous proposer un faux site. On va rentrer notre login mot de passe, on va se faire voler notre mot de passe. Des problèmes de keylogger, etc. Donc voilà, un peu le facteur mot de passe. Voilà les challenges qu'on a à résoudre sur ce facteur-là. Ensuite, on va avoir le facteur « je possède ». Donc, on va avoir une meilleure expérience utilisateur, mais par exemple, vous connaissez peut-être les clés RSA ou nos cartes PKI qu'on a chez Worldline, par exemple, pour insérer dans notre PC. Hop. Donc là, ça va être quelque chose que je possède. Le problème, c'est que souvent, on a un matériel, un logiciel propriétaire, donc c'est pas toujours. Ça va coûter un certain prix, et puis si on veut changer, il faut changer des deux côtés, etc. Donc peu d'interopérabilité. Par contre, on a en général une bonne sécurité sur ce type de clé, quoi. Par contre, le facteur je possède, on a aussi tous un téléphone. Donc souvent, ça peut être ce qui va être utilisé. Souvent, on va détecter qu'on a changé de téléphone, ou on était censé être sur un téléphone, et le site, par exemple, Instagram, va dire « Tiens, c'est bizarre, tu n'utilises pas le même device que d'habitude ». Voilà, ça c'est un autre exemple de ce que je possède, mais par contre, là, la sécurité, elle est déjà beaucoup moins forte que sur notre clé crypto. Un autre exemple, donc tout à l'heure, Kevin il reçoit son code par SMS. Ça, c'est aussi un facteur je possède cette carte SIM. Donc, je reçois le code sur cette carte SIM. Le problème de ça, c'est qu'on va avoir du phishing aussi, mais qu'on appelle smishing parce que c'est par SMS, ou vishing si c'est un faux conseiller bancaire qui vous appelle et qui vous demande de vous donner le code. Du SIM swapping aussi, c'est-à-dire que les attaquants vont vous faire passer pour vous et puis vont demander une nouvelle carte SIM. Comme ça, ils reçoivent la nouvelle carte SIM à votre place et c'est eux qui reçoivent les OTP SMS. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les enjeux qu'on a sur le facteur de possession. Et puis le dernier, c'est ce que je suis. Donc là, tout ce qui est biométrie. Alors l'avantage, c'est que c'est déjà... C'est quelque chose qui est déjà présent sur beaucoup de smartphones aussi.
Donc là, c'est quelque chose d'intéressant. Pour le développeur aussi, les applis sont facilement... on peut facilement utiliser les librairies qui sont à disposition des développeurs. Donc on va avoir l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale essentiellement. Donc en effet, ça fonctionne comme ça sur PC et sur téléphone. Et on a aussi alors des choses un peu plus exotiques, mais qui ne sont pas forcément disponibles. La reconnaissance de l'iris, la forme de la main, les veines de la main, etc. Et on a aussi la reconnaissance faciale sur PC. Donc ça, c'est la partie physiologique. On a aussi une partie biométrique comportementale qui est en cours de... Voilà, qui progresse pas mal, où on va être reconnu par notre voix, notre timbre de voix ou notre façon de parler, mais aussi par la façon de marcher. On a des expériences où, en fonction de la personne qui marche avec un téléphone ou des capteurs comme ça, on va pouvoir authentifier une personne selon sa démarche. Ça frappe au clavier aussi, en fonction de, voilà, si on prend tout, la force, si on utilise un téléphone, la force sur les touches, le délai entre deux touches, chacun a sa propre manière de taper, la gestuelle, etc. Donc là, les enjeux qu'on a sur la biométrie, ça va être un niveau de sécurité également qui dépend de l'implémentation, puisque là, on voit qu'on a plein de choses qui existent, mais le niveau de sécurité, comment je sais lequel est mieux sécurisé? Est-ce qu'il y a un type de biométrie qui est plus sécurisé? Ou est-ce que c'est vraiment l'implémentation qui compte? Bon, souvent, c'est l'implémentation de chaque type qui compte en fonction de la qualité du capteur, etc. Souvent, ça va être ça va des fois être une vérification côté serveur. Donc là, quand on va faire la vérification biométrique côté serveur, ça veut dire que les données sont sur le serveur, donc mes données biométriques sont sur les serveurs. Qu'est-ce qu'il en est en termes de vie privée? Voilà, donc là, si je résume un petit peu en catégorisant les problèmes, les challenges qu'il y a pour l'authentification, donc en fonction de nos trois types de facteurs, on va avoir des problèmes d'interopérabilité. Comment je peux faire fonctionner un capteur qui a été développé par une entreprise et puis un serveur qui a été développé par une autre entreprise ou un navigateur qui est développé par Apple et puis, je ne sais pas, un serveur Google. Voilà. Comment on fait cette interopérabilité? L'expérience utilisateur, donc ça c'est quelque chose d'important aussi, et puis la sécurité avec les enjeux qu'on a évoqués. Donc pour répondre à ces challenges, en fait, on va vous présenter le protocole FIDO. Donc je ne sais pas si vous connaissez déjà le protocole FIDO. Donc vous n'avez jamais entendu parler de FIDO? Ouais, pour les chiens, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc c'est pas ça, on va pas parler de ça. Donc le protocole FIDO, en fait, c'est une alliance, un consortium d'entreprises qui, donc ça veut dire Fast Identity Online. Ça a été créé en 2013, donc ça concerne l'authentification. Et en fait, c'est un standard voilà, qui va justement standardiser l'authentification. Donc on espère que c'est un peu sécure. Et ça se veut passwordless, donc c'est pour ça que souvent on va dire l'authentification sans mot de passe, même si on peut très bien rajouter des mots de passe dans FIDO, mais ce n'est pas forcément le but originel, quoi. Et puis c'est orienté device utilisateur. Et enfin, c'est basé sur la cryptographie asymétrique, donc on va revenir sur tout ça au fur et à mesure. Donc en termes d'interopérabilité, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte deux protocoles. Donc, le protocole WebAuthent qui est spécifié par le W3C. Donc, le W3C, c'est vraiment voilà, l'organisme qui va spécifier les normes au niveau des navigateurs, l'HTML5, CSS, etc. Donc, on a des API standards du coup, qui sont directement intégrés dans les navigateurs. Et ça va nous permettre de gérer, de créer et de gérer nos clés publiques, nos clés privées qu'on a besoin pour s'authentifier.
Donc ça, c'est la partie, entre guillemets, du serveur jusqu'au navigateur. Et puis après, du navigateur jusqu'à l'authentification, le capteur d'authentification, que ce soit biométrie ou autre, ça va être le protocole CETAP2 qui va donc fonctionner en tandem avec WebAuthent et qui va faciliter l'interaction entre notre navigateur et l'authenticateur. Donc, le principe, où est-ce que ça se trouve? Donc, c'est un peu ce que je disais là. On a notre serveur à droite qui va avoir un format de protocole spécifique pour pouvoir discuter avec le navigateur. Donc, les types d'objets sont spécifiés. Et puis, de l'autre côté, nos authenticateurs qui ont aussi un protocole à respecter s'ils veulent discuter avec le navigateur. Donc là, on voit que déjà, ça ouvre des possibilités. On peut se concentrer sur faire un authenticateur sécurisé et ne pas s'occuper de la partie serveur, etc. Et pour un service aussi qui a besoin d'une authentification, il peut ouvrir, se dire, voilà, moi j'accepte le protocole FIDO, et après, l'utilisateur final a lui d'utiliser l'authenticateur qu'il souhaite et qu'il a à disposition. Alors, c'est quoi ces authenticateurs-là? Donc, les authenticateurs, c'est un concept qui est dans la spec FIDO et qui va être un dispositif donc matériel ou logiciel qui va être capable d'effectuer une authentification FIDO. Donc, on peut l'avoir directement sur la plateforme, sur le PC, sur le téléphone, ou alors une clé USB qu'on va plugger à côté. Ça peut être cross-platform. Et donc, ça va répondre à certaines exigences en termes de sécurité. Donc, de savoir générer des clés, de pouvoir faire de la signature et également fournir un test de présence. Donc, c'est-à-dire, voilà, il ne faut pas que la clé soit juste branchée au PC et puis ça fonctionne. Il faut aussi que l'utilisateur signale que oui, il accepte de s'authentifier. Donc, c'est interopérable à quel point, en fait, vous voyez que, donc là, c'est juste les entreprises qui sont au bord de l'Alliance FIDO. Donc, il y a les membres fondateurs et puis d'autres entreprises. Donc, d'après vous, alors là, si vous pouvez juste prendre votre téléphone pour faire un petit sondage, d'après vous, quelle entreprise des GAFAM ne fait pas partie de l'Alliance FIDO? Peut-être. Putain, que tout le monde. Comment t'as les résultats déjà? Ils s'affichent sur la page, non? Je sais plus. Bah, je sais pas. Ouais, après, je sais pas trop. Ça n'a pas l'air de... Ah, zut. Hein? Il y a une attente là-dessus. Bon, on va le faire à main levée alors. Microsoft, il y en a qui disent? Bon, en fait, la réponse était aucun. Donc, si vous avez bien regardé, tout le monde fait partie de l'Alliance FIDO. Donc, c'est ça qui est vraiment bien dans cette alliance, c'est que là, pour le coup, on a réussi. Enfin, bon, alors Apple, en fait, c'est Apple qui a mis du temps à rejoindre. Donc, au départ, ils regardaient ça un peu de loin, et maintenant, on a vraiment tout le monde dans l'alliance, y compris Apple. Donc voilà pour la partie interopérabilité. Ensuite, la partie expérience utilisateur. Donc là, c'est souvent, ça va être utilisé avec de la biométrie. Donc on va combiner le facteur possession et biométrie. Et donc il y a déjà des banques qui utilisent cette authentification WebAuthent FIDO, où bah, voilà, on va juste avoir une page pour se proposer de s'authentifier, et puis après c'est le navigateur et l'OS qui prend la main et qui va vous authentifier comme votre téléphone Android va vous proposer de faire une authentification d'habitude pour déverrouiller l'écran ou autre, et puis, ou alors la caméra du PC par exemple pour Windows Hello. Donc là on passe directement la main à l'authentificateur classique.
Donc un autre concept qui est intéressant dans Fido pour l'expérience utilisateur, c'est les passkeys. Donc les passkeys, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un concept qui a été lancé en mai 2022 par Google, Microsoft et Apple pour améliorer l'expérience utilisateur de Fido. Et en fait, ça permet que ce passkey, en fait, remplace le mot de passe, et c'est une clé cryptographique en fait, hein, une paire de clés qui va être stockée sur votre dispositif, que ce soit un téléphone ou un PC, et qui va remplacer le mot de passe qui va servir à faire l'authentification. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que cette clé, en fait, elle peut être sauvegardée dans le compte Google ou dans le compte Apple, et redispatcher sur vos différents devices, ce qui vous permet d'avoir la même clé et la même possibilité de s'authentifier sur vos devices. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas de faire. Donc il y a la possibilité de lier vraiment la clé au device, mais là, on cherche à améliorer l'expérience utilisateur au détriment de la sécurité, puisqu'on sauvegarde les clés privées dans le cloud. Donc voilà, là c'est quelque chose d'assez récent, mais c'est pas top, quoi. Surtout que c'est par défaut sauvegardé sur le cloud. Autre chose qu'on a de pas mal avec passkey, c'est le petit formulaire là qui permet de fonctionner comme un gestionnaire de mots de passe, mais avec un niveau de sécurité plus élevé, puisqu'on a vraiment une clé cryptographique et pas juste un mot de passe. Donc ça, c'est résistant au phishing, puisque si quelqu'un vous demande votre code ou quoi, en fait, si vous n'êtes pas sur le bon site, ça ne va pas fonctionner. Ou de toute façon, vous n'avez même pas accès à la clé. Si elle s'affichait, ce serait trop long de la communiquer à un faux conseiller. Et on préserve la confidentialité, puisqu'on reste côté client. Et dernière partie sur la sécurité. Donc là, les sondages ne marchent pas forcément. Mais du coup, là, c'était le petit sondage au niveau quel facteur est le plus sécurisé d'après vous. Et donc là, si vous avez un peu retenu ce que j'avais dit au départ, en fait, ce n'est pas forcément une question pertinente dans le sens où ils vont tous être équivalents, mais pour chacun, on va avoir une sécurité qui peut être variable, que ce soit de la biométrie, du mot de passe. En fonction de comment on l'implémente, ça va être variable. Donc le but, en fait, c'est déjà d'avoir... Fido, en effet, il ne va pas modifier la sécurité intrinsèque des authenticateurs. Ça apporte pas de sécurité à ce niveau-là. Par contre, ça va souvent forcer d'utiliser 2 facteurs plutôt qu'un seul. Donc, notamment dans le domaine bancaire, c'est quelque chose qui est obligatoire de faire cette authentification forte, donc d'utiliser 2 facteurs. Et puis, on va avoir dans Fido le fait d'utiliser une cryptographie à clé publique plutôt que des protocoles un peu exotiques ou des choses propriétaires où on ne sait pas toujours le niveau de sécurité. Là, on a quand même cette cryptographie qui est là comme base principale. Donc là, je vais passer rapidement parce que je vois le temps qui défile. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, ces clés cryptographiques, elles sont non seulement sécurisées, mais aussi elles sont indépendantes pour chaque service. C'est-à-dire que dans un authenticateur, on va avoir une clé privée pour Facebook, une clé privée pour Instagram. Ce ne sera pas la même clé privée qui sera utilisée pour chaque service. Donc ça permet de ne pas être tracé et de respecter la vie privée de l'utilisateur. Et le fonctionnement de la cryptographie asymétrique, je ne sais pas s'il y en a qui étaient à la présentation d'hier sur la cryptographie asymétrique, donc je ne vais pas refaire la présentation, mais le but, voilà, c'est le serveur envoie un nombre aléatoire pour qu'on ne puisse pas rejouer notre authentification. Donc je disais le mot de passe, c'est authentification statique. Là, on a quelque chose de dynamique. À chaque fois, on a un nombre aléatoire qui est envoyé par le serveur. L'authenticateur, il va signer ce nombre aléatoire, ce challenge, et le serveur, il va vérifier si la réponse attendue est bien la bonne. Donc, au moment de l'enregistrement, l'authenticateur, il va faire sa signature et il va aussi donner sa clé publique, donc, pour pouvoir enregistrer
le nouvel utilisateur. Donc le serveur va garder cette clé publique et au moment de l'authentification, il recommence, il dit juste voilà, je m'identifie, j'ai cet identifiant de clé, je te redonne un nouveau challenge, un nouveau nombre aléatoire, l'authenticateur fait sa signature et le serveur vérifie. Donc voilà, très, très basique, mais efficace. Et du coup, maintenant, je vais laisser la main à Kevin pour vous présenter ce que c'est le MDS. Alors le MDS, c'est un élément qui est fourni par la FIDO Alliance, donc pour Metadata Service. Alors dans ce cas-là, le service, c'est pas vraiment un service, c'est la mise à disposition en fait, d'un fichier qu'on vient télécharger de façon régulière sur le serveur de la FIDO Alliance. Ouais. Ce fichier, en fait, alors il est sous forme d'un JWS, hein, donc en gros, bon, il y a très classique, hein, et dans le body, dans le payload de ce JWS, on va retrouver la liste de tous les authenticateurs que la FIDO Alliance connaît. Donc je vais insister vite fait sur cette partie-là. En gros, il faut que ce soit le constructeur qui vienne inscrire son authentificateur dans ce fichier. C'est donc en gros la liste qu'on récupère correspond pas forcément à l'ensemble des authentificateurs connus et développés sur l'ensemble de la planète, quoi. Donc une fois qu'on a ce fichier à notre disposition, en fait, qu'est-ce qu'il contient? Alors il va contenir plusieurs choses, plus ou moins on va dire nécessaires à la sécurité en général. Il a un ID d'authentificateur, donc ça permet effectivement de l'identifier tout simplement. Une description un peu pour savoir de quoi on parle, hein. Typiquement quand on utilise un PC de ce genre-là, on a un authentificateur de type donc plateforme directement intégré au laptop, hein, donc qui s'appelle le Windows Hello Hardware Authentificator. Donc ça, on est capable, si l'utilisateur l'utilise, on est capable d'identifier qu'il a utilisé cet authentificateur. Puis on a un certain nombre d'autres informations qui commencent aussi à nous intéresser un petit peu plus sur l'aspect sécurité, donc le fait de les capacités de l'authentificateur. Donc on a dit qu'un authentificateur pouvait effectuer utiliser un certain nombre de choses. Typiquement, si je reparle de Windows Hello, Windows Hello est capable effectivement de faire du fingerprint, de la reconnaissance faciale et potentiellement du code PIN. Donc lui, il est capable de proposer à l'utilisateur comment il veut s'authentifier. Ce qui nous intéresse également, en fait, c'est le statut. Alors, le champ n'est pas forcément hyper bien nommé. Alors, dans ce statut, on peut retrouver plusieurs choses qu'on verra juste après, notamment un petit peu quel est le niveau de sécurité de l'authentificateur. Donc, c'est sous la forme d'une chaîne de caractères. On voit L1, L1+. Et on voit aussi d'autres choses, notamment pour le coup son statut. Potentiellement, il peut être révoqué. Donc après, c'est à nous d'exploiter en fait cet attribut pour voir un petit peu ce qu'on veut donner en termes de sécurité. Toujours dans ce fichier, en fait, autre chose très importante, en fait, on a une liste de certificats. Donc ces certificats permettent de valider que l'authentificateur qu'on a en face a bien été édité par le constructeur, par le fabricant. Donc en gros, si Google émet des clés, il va fournir le certificat. Nous, quand on va faire l'authentification, on va aller valider la chaîne de certificats de cet authentificateur, et ce qui va nous permettre de dire « Ok, c'est bien une clé de type Google, c'est bien du Windows Hello ». Donc là, je reviens un petit peu rapidement sur les niveaux le niveau de sécurité des authentificateurs. Donc c'est vrai que Julien a parlé pas mal du fait que dans une même catégorie, on ne savait pas forcément le niveau de sécurité. Là, ce que fait la FIDO Alliance, c'est qu'en fait, on vient classer en fonction des levels. Et plus c'est haut, plus c'est sécurisé. Donc aujourd'hui, c'est une information qu'on retrouve dans ce fameux MDS. Et l'intérêt ou quelque chose qu'on pourrait développer autour de tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu des politiques de sécurité. On pourrait imaginer, je ne sais pas, un service bancaire ne souhaite avoir que des authentificateurs de type L2, alors que peut-être une application moins sensible à un L1 lui convient parfaitement.
Donc on peut imaginer ce genre de développement pour garantir une sécurité suffisante. Julien a parlé pas mal surtout de phishing. Donc ça c'est quelque chose que Fido met extrêmement en avant, hein, que Fido est résistant au phishing. Donc quelques chiffres. Alors là on a essayé de compiler un certain nombre de chiffres qu'on a pu trouver sur Internet, un certain nombre de rapports. Ce qu'il en ressort à chaque fois, c'est qu'aujourd'hui, le phishing, c'est vraiment la cause numéro 1 de cyberattaques dans le monde. C'est quelque chose de très problématique, hein. Même on le voit auprès de nos clients, c'est quelque chose vraiment qu'ils veulent essayer d'éradiquer au plus possible. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, le phishing, c'est assez simple à mettre en place. C'est assez efficace, hein. Après, je ne sais pas si vous avez vu la première slide mais, que Julien avait montré, mais aujourd'hui, il y a même, depuis le mois de janvier, il y a une archive où il y a énormément, ils disent 26 milliards de données, donc on est à peu près sûr qu'il y a une adresse email qui traîne. Et puis, je pense qu'au quotidien, on le voit, on le subit, je pense que tout le monde a déjà reçu des emails de type phishing, et puis peut-être même cliquer dessus, c'est assez simple de se faire avoir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut lutter. Et Fido, intrinsèquement à son protocole, permet de lutter contre ce genre d'attaque. Donc là, j'ai essayé d'illustrer, je reprends un peu des éléments qu'on a déjà parlé, notamment le fait que pour une clé privée, effectivement, est associée, alors là, on a un domaine, en gros, on peut l'appeler une application. Alors là, ce qu'il faut bien voir, c'est que, par exemple, on a un domaine, le domaine légitime, on va dire, n'a que 2 A dans son nom. Le domaine du phishing a 3 A, donc ça peut être une technique pour duper assez facilement un utilisateur. Là où Fido intervient, c'est qu'effectivement, si vous vous connectez sur le site frauduleux et que vous essayez de vous authentifier, en fait, quand vous allez côté serveur, lui, il va vous renvoyer ce qu'on appelle l'origine. Donc, lui, il va dire sur ce site-là qui a été dupliqué, on va dire, OK, je t'authentifie, mais l'origine que je connais est bien Canoë avec 2 A. Une fois que tout ça est retransmis, on va dire, jusqu'à l'authentificateur, comme lui, il connaît la clé privée et qu'il l'a associée à son domaine, il voit que le domaine qu'il reçoit n'est pas identique. Du coup, il va déclencher une erreur de type, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut revoir, qu'on peut récupérer en JavaScript et puis traiter côté navigateur. Donc Fido est bien résistant aux attaques de type phishing, quoi. Alors une autre attaque bien connue, hein, c'est l'attaque man in the middle. Donc là aussi effectivement Fido permet de résister à ce type d'attaque, hein, tout simplement parce que la clé privée reste toujours côté authentificateur, hein, si on reste dans un schéma hors passkey. Et on peut écouter effectivement ce qui se passe entre le serveur et le client, le browser. Effectivement, à aucun moment, il y aura un mot de passe ou associé à un nom d'utilisateur. Donc, même si on récupère des choses, on ne va pas en faire grand-chose, ne vont pas être rejouées. Donc, impossible de réexploiter les données qui seraient interceptées. Alors, je vais vous parler un petit peu plus de l'expérience développeur, voir un petit peu comment on essaie de mettre ça en place, hein, toute la partie Fido. Donc là, j'ai un peu plus détaillé ce qu'on a déjà dit. Donc là, c'est l'ensemble des éléments effectivement qui sont en place pour faire du Fido à la fois côté client, côté serveur. Donc, on a déjà vu pas mal de choses. Je vais essayer de.
Donc on a cette partie-là, donc ça c'est vraiment la partie JavaScript à l'intérieur de votre navigateur, émis et spécifié par le W3C, le JavaScript qu'on peut utiliser directement. Ça c'est la plateforme API, donc ça c'est hors browser, c'est implémenté par chaque fournisseur, Windows, on va dire Apple et puis Android. Lui, il va être capable effectivement de parler en setup 2 sur ce qu'on appelle les authentificateurs cross-platform. Comme disait Julien, ça peut être un dispositif, une clé qu'on va aller plugger sur un ordinateur. On peut imaginer une Apple Watch et même nos téléphones portables sont capables de faire des authentificateurs de type cross-platform. Et puis après, ce plateforme API vient parler effectivement avec les authentificateurs de type plateforme directement intégrés à votre laptop, on va dire, ou à votre PC. Donc après, un autre développement plus spécifique, donc ça c'est du JavaScript qui va aller appeler directement les API standards du navigateur, qui va aller parler avec le serveur, avec des messages, on va dire, formatés et par Webhook. Donc là c'est de la spécification. En gros, on lit les specs, on implémente, il n'y a pas vraiment de surprise. Là, j'ai découpé la partie serveur en deux parties parce qu'effectivement, c'est le cas. Donc, il y a la partie RP serveur. La petite spécificité, mais qui peut être assez contraignante, c'est que ce service-là doit être sur on va dire, sur le même nom de domaine que votre front. Donc ça, effectivement, ça se comprend assez facilement par le fonctionnement et puis le fait que Fido est résistant au phishing. Et puis on a une partie serveur, lui, en gros, cette partie-là fait... Alors, si on vraiment fait une implémentation assez simple, va faire que passe-plat, va récupérer, on va dire, le protocole Webhook et va discuter avec un Fido serveur qui, lui, va implémenter toute la logique métier, on va dire, de Fido. Cette partie-là, on va dire, elle est normée, il n'y a pas vraiment beaucoup à réfléchir. Cette partie-là, après, vous faites un petit peu ce que vous voulez, quoi. Fido serveur, donc effectivement, on retrouve notre fichier metadata qu'on va aller récupérer de temps en temps pour aller voir s'il y a les authenticateurs et les informations des authenticateurs qui ont été mis à jour ou ajoutés. On va essayer de les stocker. Et puis, ce qui est intéressant, plusieurs choses. Effectivement, on va stocker un certain nombre d'informations dont on aura besoin pour authentifier une personne. Et puis, cette partie-là, c'est comme je le disais, ça va nous permettre de vérifier la chaîne de certification du fabricant de l'authenticateur. Donc là, sur la partie qu'on va faire, on va se concentrer uniquement sur la partie front, on ne va pas aller décortiquer la partie serveur. Là, c'était vraiment pour mettre en avant que c'était assez simple, voire très simple, de mettre en place une authentification et un enregistrement Fido. En gros, il y a deux méthodes, il y a le create et le get. Le create est assez explicite, ça permet d'aller créer toutes les clés privées, la biclé, on va dire, côté authentificateur, et le get va permettre d'aller la récupérer et de faire l'authentification. Après, sans mentir, il n'y a pas beaucoup plus à faire côté JavaScript. On a juste quelques méthodes, on va dire, utilitaires qui permettent avant d'aller exécuter ces méthodes, vérifier que le navigateur sur lequel vous êtes est capable de faire du Fido. Donc en gros, on a une ou deux méthodes utilitaires qui permettent de faire ça. Après, je vais un peu accélérer, je pense. En plus, Julien en a déjà parlé. En fait, dans le protocole, on définit ce qu'on appelle deux cérémonies, dans le sens où il y a à la fois tout un aspect, on va dire, logiciel, et ce qui est, alors je pense qu'on l'a répété 2 ou 3 fois, ce qui est aussi important, c'est tout ce qui est aspect humain, donc le fait typiquement d'aller toucher une clé USB, de faire une action humaine pour faire l'authentification. J'avais remis ça, Julien, on a déjà aussi un peu parlé, donc on peut passer assez vite. En gros, c'est le flow, il y a ni plus ni moins. On va aller donc 2 flows de cérémonie, une fois pour aller enregistrer la clé privée. Donc là, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on génère bien une clé privée pour un domaine, la clé privée.
est généré côté authentificateur, tout est renvoyé. Et puis après, on va faire une association, ce qui est important, hein, c'est de faire une association côté serveur, en gros du domaine, de l'utilisateur et de la clé publique de l'authentificateur et à la fois l'authentificateur en fait nous renvoie un ID. Donc en fait on va stocker ces 4 éléments en base de données, ce qui va permettre par la suite dans la deuxième cérémonie d'aller authentifier un utilisateur. Donc la deuxième action, hein, c'est très simple aussi, on va dire tiens je veux m'authentifier sur un nom de domaine. Donc là vient en action, vient dans le schéma ce qu'on appelle le défi, mais donc le challenge. Donc le serveur va aller vérifier que l'utilisateur existe, qu'il a des credentials, etc. Va renvoyer le challenge qui va aller jusqu'à l'authentificateur. L'authentificateur va aller signer avec la bonne clé privée qu'il connaît en fonction du domaine associé. Lui, il renvoie la donnée signée. Tout ça est validé côté serveur, et puis le serveur, à partir de là, est capable de dire « Ok, c'est toi, tu peux t'authentifier ». Là, je reviens juste côté un peu plus dev sur la partie conditional UI, donc le fait de pouvoir proposer dans votre site web un input texte donc pour pouvoir saisir le nom de l'utilisateur. Donc on reste sur du HTML très standard. Voilà, on a juste besoin de mettre autocomplete username webhost et à partir de là, voilà, quand l'utilisateur va cliquer sur l'input text, il va pouvoir voir l'ensemble de ces passkeys et pouvoir les utiliser, quoi. Donc ça, on peut pas vous faire voir parce que c'est à partir de Windows 11, mais je sais pas trop ce qu'il y a après. Ouais, j'ai deux petites vidéos. On va juste passer les vidéos parce que comme il reste plus que 5-6 minutes là, j'avais fait des vidéos. Je vais pas vous le faire là. Ah oui, attends. Je vais juste la retrouver. Ah, j'ai renommé. Ouais, ok. Bah, registration. Ouais, c'est juste pour faire voir l'expérience. Voilà, ça permet d'enregistrer directement. Je vais peut-être faire des pauses. Donc, hop. Donc là, on voit. Ouais, j'ai pas été très performant. Ouais. Donc là, on a bien vu la pop-up qui est arrivée. Hein. Ça, c'est la pop-up qui permet de s'authentifier. Et puis là, je vous montre rapidement en fait les messages qui ont échangé. Hein. Ça, c'est la spécification. La spécification FIDO avec un ensemble, bon, on va pas les détailler là, mais et puis en fait le but, hein, c'est de faire un premier message avec un username. Il vous renvoie un message et le but c'est de retourner en fait le message qui vous est renvoyé par le serveur, on le réinjecte dans le JavaScript du create ou du get pour pouvoir utiliser l'authentificateur. Donc après tout est encodé. On va dire dans un format, c'est du CBOR. Donc après, l'idée, c'est de pouvoir de parcourir, de décoder, oui, je cherchais le mot, de décoder tous ces CBOR pour pouvoir trouver les informations qui nous intéressent. Hein, notamment, on peut voir là hein, le challenge qui a été généré par le serveur. Après, côté authentification, hein, de toute façon, on est exactement sur le même scénario. Hein, on fournit son nom d'utilisateur, on fait authentifier, on envoie ça au serveur. Le serveur nous renvoie un message qui est pré-formaté pour passer dans le JavaScript de l'authentificateur. On s'authentifie et puis contrairement à l'authentification, une petite pause. Ah, c'est pause ça. Ah, okay. Contrairement on va dire, au fait de s'enregistrer, on a un nouveau champ qui va apparaître, c'est le champ signature, hein, c'est le signature du challenge qu'on a envoyé, qui va permettre d'être vérifié côté serveur pour pouvoir authentifier la personne. Voilà.
Ouais, on était là. Ouais. Tac. Tu veux conclure, Julien? Donc pour conclure, donc là c'est un petit peu un résumé de ce qu'on a dit hein, au niveau. Donc ce qu'il faut retenir, on a les deux principales cérémonies ou parcours, là, attestation, assertion, qui correspondent à l'authentification pour l'assertion et puis l'attestation qui correspond à l'enregistrement de notre utilisateur. Donc on est basé sur des clés cryptographiques, clés privées, clés publiques. On a une sécurité et une vie privée qui est un peu by design, donc qui permet de garantir certaines bases sur la vie privée et la sécurité. Et puis, ce qui est vraiment la base, je trouve, du protocole FIDO, c'est l'interopérabilité, la standardisation. C'est vraiment ça, pour moi, qui permet d'avoir une amélioration de la sécurité, pas forcément intrinsèquement aux authenticateurs, mais en donnant ces infos-là, en disant voilà, cet authenticateur, il a ces capacités-là, cette sécurité-là. Après, faites-en ce que vous voulez, quoi. Donc voilà pour l'authentification par FIDO. Après, on est donc là juste pour ouvrir un petit peu aussi sur ce qu'on fait dans l'authentification chez Worldline. L'année dernière, si vous avez été sur notre stand, peut-être que vous avez pu jouer à ce petit jeu qui permet en fait de s'authentifier via la biométrie comportementale. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive et qui fonctionne bien. Ça va être de analyser un petit peu votre façon de jouer, votre façon de faire des choses, et ça permet de s'authentifier. Et si vous voulez venir sur notre stand, on a un nouveau jeu pour s'authentifier qui se base sur le casque de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Donc venez tester la biométrie comportementale sur notre stand. Voilà, merci pour votre attention, et puis n'hésitez pas. Bien. N'hésitez pas à nous faire un retour sur je ne sais plus le nom là, via le QR code. Feedback IO. Voilà. Et puis si vous avez une question, on a le temps pour une question. Oh là là. Ouais. Oui. Attendez. Ouais, donc la question c'est qu'est-ce qui se passe quand on perd son passkey ou son facteur, sa clé USB, etc. Donc là en effet pour ça ne va pas répondre à cette problématique-là. On va avoir le même process en fait. Si on perd un, en général, donc on va utiliser deux facteurs pour faire une authentification. Si on perd un des deux facteurs, il faut un troisième entre guillemets facteur pour pouvoir récupérer celui qui est perdu, quoi. C'est exactement le process qu'on a là quand on a un mot de passe oublié. J'ai mon facteur connaissance que j'ai perdu, du coup j'utilise le facteur possession de la carte SIM pour recevoir un code et puis pour quand même m'authentifier et puis réactiver le facteur qui est perdu. Donc ça change rien. Ouais. Ouais. C'est une base de données des authenticateurs en gros. Une base de données publique des authenticateurs avec leur niveau de sécurité et puis leur fonctionnalité, si ça fait de la biométrie. Non, c'est juste c'est surtout avoir de l'information autour d'un authentificateur. C'est pour savoir si l'authenticateur que j'ai en face aussi est certifié par FIDO. Donc là, par exemple, la caméra Windows Hello, on peut aller voir sur le site FIDO, dans les produits certifiés, on va pouvoir voir que c'est certifié de ce niveau-là, machin, mais on peut aussi directement récupérer cette info via le MDS. Si, tu peux fabriquer, en fait, elle ne sera pas forcément certifiée par FIDO. Donc après, c'est à toi de te rapprocher de l'alliance FIDO et de leur dire, voilà, je voudrais passer assertif. Ça coûte un certain prix, voilà. Mais en gros, tu développes ta propre clé.
Soit tu l'utilises, ou soit Après, tu l'as fait ça. il peut avoir un moyen alternatif, hein, c'est ce que faisait Ok. Yubico avant qu'il y avait le MDS. En fait, ils avaient des clés, il n'y avait pas le MDS, ils fournissaient un fichier de style MDS directement sur leur serveur. Après, le MDS, ce que ça amène aussi, c'est de la confiance, parce que toi, tu vas télécharger le fichier directement sur la Fido Alliance, donc tu sais que voilà, ça a été quand même les informations dedans, voilà, ils sont censés être bonnes, quoi. Donc, si vous voulez continuer la discussion, venez nous rencontrer sur le stand. On est là toute la journée. Et puis, encore merci pour votre attention.